C'était un matin froid du 12 décembre 2016 lorsque les portes d'une prison d'État en Pennsylvanie se sont ouvertes très lentement. De là, une femme de 53 ans est apparue. Elle a traversé sans se presser, sans menottes, sans regarder en arrière, littéralement. Le vent d'hiver frappait son visage, mais elle ne montrait rien, ni soulagement, ni remords. Elle a simplement marché jusqu'au parking. 20 années entières. Elle avait purgé la peine maximale, elle était libre maintenant, personne ne l'attendait avec des fleurs, personne ne l'a accueillie à bras ouverts. Mais quelque part, à Wilkes-Barre, une famille portait encore le poids de ce jour-là. Parce que sa liberté n'effaçait pas ce qui s'était passé. 25 ans plus tôt n'effaçait pas la souffrance d'un homme qui était mort. Il est mort à petit feu, sans même comprendre pourquoi. Je suis Marcos Campos et aujourd'hui je vais vous raconter l'affaire de Robert Curly. Bob, les amis, une de ces affaires où vous allez vous dire « On dirait que je suis retourné dans le temps ». Avant tout, laissez un like, un commentaire, même un emoji, ça m'aide. Pensez à devenir membre et vérifiez votre abonnement pour ne rien rater. C'est chaque semaine, il y en a un le lundi, un autre le mercredi, un autre le vendredi. Parfois, il y a même des épisodes supplémentaires qui apparaissent par ici. Et j'en profite pour dire ceci. Les gars, maintenant que le carnaval est fini, l'année commence vraiment en mars. Je voulais vous demander si vous avez déjà donné un tournant à votre vie aussi, les gars. Je vais vous laisser un lien ici pour un WhatsApp. De notre cours d'expertise, enfin pas le nôtre, ce que je fais, c'est un cours d'expertise pour toi qui aimes l'investigation. Bref, comprendre comment les choses se passent en pratique, c'est un cours qui en vaut vraiment la peine. Tu as les cours en ligne et l'immersion en présentiel avec le professeur Danilo Pelé, où tu apprendras beaucoup, ça vaut vraiment le coup. Jette un œil sans engagement, parle avec le personnel de Empat Forance. Ils répondront à toutes tes questions avant que tu décides si c'est vraiment ce que tu veux. Mais si tu aimes le true crime et que tu cherches quelque chose à faire dans ce domaine, pour bosser. Même avec ça, les gars, ou si tu as déjà une profession et que tu veux faire un master, non? Ça marche aussi comme ça? Si tu as déjà une licence en paix, tu vas trouver là un bon chemin à suivre. Pourquoi je dis ça? Parce que, mec, c'est comme ça. Tu peux recevoir des nominations, tu n'as pas besoin de passer un concours public, et tu reçois les nominations des juges, des affaires, de différents types d'affaires. D'accord? Il n'y a pas que l'expertise criminelle. Il existe plusieurs types d'expertise. Tu es nommé, tu travailles, et un simple rapport, c'est 5 000 € et ça continue. Donc, comme ça, si tu t'investis, ça peut être une porte qui s'ouvre pour toi maintenant, en 2026. D'accord? Le lien est ici. Message des données transmis. Passons aux faits. Robert, ou Bob Curly, était ce gars qui était adoré par ses amis, tu sais. Il avait 32 ans, il avait une vie solide, déjà construite là, de ses propres mains. Il était électricien, très qualifié, il travaillait avec une équipe, il était chef et tout le monde voulait faire partie de son équipe. Pour que tu vois c'est commencer, Bob était respecté, faisait des heures sup sans hésiter, déterminé car il aimait vraiment son travail. Bien sûr, il avait besoin d'argent pour aider sa famille, mais il y avait ce petit quelque chose en plus, ce que le gars fait parce qu'il aime vraiment ça, tu vois. Là, dans sa famille, il aimait aller à la pêche avec son frère David, le week-end. Il riait énormément des blagues, assez lourdes, je dirais, de ses collègues de travail, et il avait toujours un mot gentil pour ceux qui en avaient besoin. Et il y a un peu plus d'1 an, il s'était remarié. Sa femme a maintenant amené une belle fille pour vivre avec eux. Une petite fille de 4 ans appelée Angela. Une petite fille, d'ailleurs, que Bob traitait comme si c'était sa propre fille, avec beaucoup d'amour et d'affection. Il vivait dans un duplex simple, dans un quartier avec quelques ouvriers, n'est-ce pas? Avec ses collègues de Wilkes-Barre, en Pennsylvanie. Ils n'étaient pas riches, mais ne manquèrent de rien. Ils avaient une bonne vie, Bob gagnait assez pour payer les factures, il restait un peu d'argent pour rêver, et les rêves grandissaient. Le premier mari de sa femme était décédé dans un accident de voiture. Et à ce moment-là, dans l'histoire que je vous raconte, il y avait un procès en cours contre la société de transport où l'ex-mari de la femme de Bob travaillait. Et apparemment, c'était un accord très généreux. On parle de plus d'1 million de dollars. Bob avait même dit à quelques amis proches qu'il prendrait peut-être une partie de cet argent pour ouvrir sa propre entreprise, dans son domaine de l'électricité. Bref, il rêvait, n'est-ce pas? C'était l'occasion pour lui d'avoir son entreprise et de progresser. Et cet été-là, en 1991, Bob dirigeait une équipe et il faisait des travaux de rénovation
dans l'un des bâtiments de l'université Wilkes. Là où ils habitaient, il y avait des salles de classe, des couloirs, des laboratoires de sciences. L'endroit était un vrai chaos quand ils sont arrivés. Des vieux meubles, du matériel éparpillé, des flacons de produits chimiques oubliés sur les paillasses. Et l'équipe a dû tout nettoyer avant de commencer le travail. Là-bas, ils travaillaient environ 12 heures par jour pour ne pas retarder le calendrier de livraison des travaux. Bob ne se plaignait jamais de rien. Il affirmait que les heures supplémentaires étaient vraiment rentables et qu'il appréciait surtout ses collègues. Il mentionnait même le nom des gars, Samy de Pasquale, Robert Moroney et aussi les autres de l'équipe. Alors, les gars, on peut imaginer l'ambiance qu'il y avait là-bas, non? Entre les gars sur le chantier, n'est-ce pas? Ils se charriaient tout le temps et c'était des blagues bien lourdes, tu vois? Pour vous donner une idée, et ce détail-là, plus tard, vous comprendrez pourquoi j'en parle. Les gars allaient jusqu'à se moquer les uns des autres en mâchant. Tu sais, comme quand il y a des types qui mâchent du tabac, non? Donc les gars mâchaient du tabac là et crachaient dans la boîte des autres pour se moquer, tu vois. Mais ce n'était même pas une blague qui mettait la vie de quelqu'un en danger. C'était juste des petites plaisanteries, tu vois. Et un certain jour, Bob a commencé à se sentir mal, un peu fatigué. Une fatigue inhabituelle, des douleurs étranges dans les jambes, de la sueur, des frissons, un essoufflement. Et il attribuait tout cela à l'excès de travail. Il disait « c'est juste de la fatigue, mais ça passera ». Pourtant, il continuait à monter les escaliers, passer les fils et diriger l'équipe avec poigne. Mais personne ne se doutait que ce que Bob ressentait n'avait rien à voir avec la fatigue du travail. Bobby Curley a toujours été le gars qui faisait les travaux les plus durs, qui tenait bon. Quand les douleurs ont commencé, il n'a pas arrêté de travailler. Il a continué à faire tout ce qu'il a toujours fait. Quand ses collègues lui disaient « Tu n'as pas l'air en forme, ça va ?» il répondait que c'était juste son corps qui réclamait une pause et il se le répétait mentalement. Ses collègues, cependant, avaient remarqué qu'il était pâle, qu'il transpirait plus que d'habitude, qu'il avait cette respiration haletante, lourde. Et là, tu sais, Samy de Pasquale et Robert, ses potes du boulot, ceux-là même qui faisaient ces blagues un peu crades, comme cracher dans la canette du gars, tu vois. Bref, ils ont commencé à insister auprès de Bobby. Ils lui disaient « Bobby, rentre chez toi, mec, t'es pas bien vieux. » Mais Bobby disait « Non, ça va, je continue. » Et la vie continue. Mais le 23 août 91, c'était un vendredi. Son corps n'a plus tenu, il a dit. Ça suffit. En traversant le parking de l'université, les jambes de Bobby étaient très lourdes. Chaque pas qu'il faisait là, c'était comme si quelqu'un lui serrait les nerfs avec une pince. Là-bas, dans le laboratoire, il faisait des travaux, sa sueur coulait, dégoulinait sur son visage. C'était lourd, tu vois. Tous les membres de l'équipe le regardaient et disaient « Mec, rentre chez toi, tu ressembles à un fantôme. » Mais Bobby, têtu comme pas deux, continuait, jusqu'au jour où il est parti du travail, un peu convaincu qu'il avait besoin de se reposer. Tu vois, il conduisait en pensant qu'il était temps de rentrer, prendre une douche et se reposer après cette journée. Mais le samedi matin, au lieu d'être plus détendu, il s'est réveillé. Pire, la douleur dans ses jambes était devenue lancinante, remontant le long des cuisses, comme si, comme si quelque chose le brûlait de l'intérieur. Ah, ses mains, d'après les témoignages, picotaient, puis devenait engourdi. Alors, il a essayé de se lever du lit ce jour-là et il a failli tomber. C'est à ce moment-là qu'il s'est avoué à lui-même que ça n'avait rien à voir avec le travail, que c'était une maladie. Donc, la première consultation qu'il a eue, c'était une consultation rapide. Le médecin a écouté les symptômes, douleur intense, engourdissement, fatigue extrême, et a dit que ça ne semblait pas grave. Il lui a dit de se reposer car son corps était stressé. « Ton corps te demande une pause, Bobby. » Bobby a donc suivi les instructions du docteur, non? Il a passé le reste du samedi et tout le dimanche allongé, mais le dimanche soir, la douleur était toujours là. Elle ne lui laissait aucun répit. Alors il a pris le téléphone et a appelé un collègue. Il a dit « Écoute, demain je ne pourrai pas venir, désolé. » Le lundi 26 août donc, Bobby n'a même plus réussi à rester debout tout seul. Sa femme a essayé de l'aider, elle essayait de l'aider à aller aux toilettes, à faire les choses de base, mais elle n'y arrivait pas. Alors elle a fini par appeler le frère de Bobby, David, qui habitait tout près. David est arrivé et a porté Bobby dans ses bras, comme s'il s'agissait vraiment d'une personne totalement affaiblie. Et à ce moment-là, tout le monde comprenait déjà que ça n'allait pas s'arranger simplement en restant allongé et en se reposant. Alors, la famille a appelé une ambulance et est allée à l'hôpital. Là-bas, à l'hôpital, la douleur a explosé, ses jambes étaient en feu, il a commencé à vomir, il a commencé à crier de douleur dans les couloirs,
Et là, il a passé une série d'examens, jusqu'à ce qu'un médecin revienne et arrive comme s'il allait annoncer une sorte de salut, n'est-ce pas? Dans cet état déjà très préoccupant de Bobby, il est arrivé et a dit: «Allons-y, c'est le syndrome de Guillain-Barré». Son système immunitaire attaque ses nerfs, c'est traitable. Ouf, tout le monde a été soulagé, non? Les médecins lui ont donné le médicament, la douleur a diminué, les vomissements ont cessé et Bobby s'est senti assez bien pour rentrer chez lui quelques jours après. La famille a poussé un soupir de soulagement, il semblait que le pire était enfin passé, mais ce n'était pas le cas. Quelques jours à la maison, la douleur est revenue et avec une intensité doublée. Et puis un nouveau symptôme est apparu. Les cheveux de Bobby ont commencé à tomber, des poignées entières dans ses mains, sur l'oreiller, là, dans le siphon de la douche. Tout ce qu'il faisait, il voyait qu'il y avait une touffe. Les médecins alors étaient confus. Mince, mais ça, maintenant, ça n'a rien à voir avec le syndrome de Guillain-Barré. Et là, ils ont dû repartir de zéro, réexaminer Bobby à nouveau, faire des examens d'ici, de là. Rien n'avait de sens. Dans son cas, Bobby est entré dans un état presque délirant de douleur. Il ne dormait pas bien, il ne mangeait pas bien, il n'arrivait à rien faire. Et le 7 septembre, moins de 2 semaines après sa première sortie, il était de retour à l'hôpital. Et cette fois-ci, pire que jamais, ils ont transféré Bobby au Hershey Medical Center. C'était à environ 160 km de là où il se trouvait, un endroit mieux équipé. Et là-bas, un neurologue nommé Dr Robert Brennan a pris en charge le cas. Même de loin dans le couloir, on pouvait entendre Bobby crier de douleur, insulter les infirmières, complètement halluciné par la douleur. Il lançait les équipements médicaux à travers la pièce, il devait le maîtriser physiquement sur le lit. Ce docteur Brennan-là était dans la chambre tous les jours, se sentant totalement impuissant. Rien de ce qu'il essayait ne soulageait la douleur de Bobby. Ainsi, le 22 septembre, 6 jours après l'arrivée de Bobby, il est tombé dans le coma. 3 jours plus tard, le docteur Brennan a réuni la famille dans la chambre. L'épouse, la belle-fille Angela, la petite fille, les frères et sœurs Suzanne et David, et la mère Mary attendaient tous ensemble. Le médecin a pris une profonde inspiration et a dit: «Les nouveaux examens sont arrivés, nous savons ce qui se passe». Et là, il a expliqué, n'est-ce pas? Toxicité au thallium, une substance chimique rare, extrêmement toxique, qui détruit le corps petit à petit, interdite dans les produits courants aux États-Unis depuis des décennies. Ce n'était pas quelque chose qu'on trouvait facilement, d'accord? La famille, alors, qu'elle s'est regardée. Réaction initiale. Comment ça? Qu'est-ce qu'on va faire? Le médecin a secoué la tête et a dit: malheureusement, il n'existe pas de remède pour ce type d'empoisonnement au thallium. 2 jours plus tard, le 27 septembre, la famille s'est réunie autour du lit. La décision finale est revenue à l'épouse de Bobby. Sans espoir, elle a donné le signal à l'équipe et les médecins ont débranché l'assistance vitale. Bobby a rendu son dernier souffle et l'autopsie a ensuite confirmé des niveaux de thallium 900 fois supérieurs à la dose létale. Quelqu'un avait mis ça quelque part, n'est-ce pas? La question était de savoir qui, comment. Et c'est ainsi que les premiers indices sont apparus au mauvais endroit. La nouvelle de la mort de Bobby est arrivée très vite, là, dans la communauté de Wilkes-Barre. Un jeune électricien, fort, respecté, travailleur, mourir comme ça, soudainement. Personne n'a compris cela. L'autopsie a apporté la réponse que personne ne voulait entendre. Il avait été empoisonné et probablement ce n'était pas un empoisonnement accidentel au thallium. C'est quelque chose qu'on ne trouve pas facilement. Quelqu'un lui avait fait ça. Et comme le thallium était une substance contrôlée, rare, presque impossible à obtenir sans intention, la police a traité cela comme un homicide. Dès le premier jour où le médecin a eu ce déclic, le détective chargé de l'affaire a commencé par l'évidence. L'endroit où Bobby passait la plupart de son temps, le laboratoire de chimie de l'université Wilkes. C'est là que lui et son équipe rénovaient, n'est-ce pas? On les a vus y travailler, déjeuner, manger, boire. Et ces salles étaient remplies de produits chimiques anciens, de paillasses sales, de débris. S'il y avait du thallium impliqué, ça devait venir de là, non? Le 30 septembre 1991, donc, l'enquêteur de l'affaire et son équipe sont entrés dans ce bâtiment de la faculté. La salle était encore dans un désordre total, avec du matériel éparpillé, des fils pendus, de la poussière partout par terre. Ils ont tout fouillé minutieusement et ont trouvé 5 flacons de thallium dans un dépôt. Tout cela intact, dûment enregistré par l'université. Ils ont testé l'air, les surfaces, les tuyaux, tout était négatif pour des résidus de thallium. Rien. Mais alors, il y a eu quelque chose qui a vraiment attiré l'attention. Sur une paillasse relativement propre du laboratoire,
il y avait un chiffon soigneusement plié. Vous voyez? Quelqu'un? On dirait que quelqu'un l'a plié. Là, à côté de ce chiffon, il y avait un billet écrit à la main, en très grandes lettres. Le détective l'a pris et il a lu «Chiffon pour nettoyer. Talio, touche-moi et meurs, le détective». Vous imaginez déjà, n'est-ce pas? Il a senti un frisson dans le dos, il a dit «C'est fichu», alors il a immédiatement envoyé ce chiffon pour analyse. En même temps, il était mort de peur parce qu'il avait touché à un poison hautement toxique. Il s'est dit «J'ai résolu l'affaire, non? C'est ici qu'il s'est empoisonné. S'il y a ce chiffon, il y en a peut-être ailleurs». Mais le résultat est arrivé et le résultat, mes amis, était négatif. Rien de Talio, le billet était ancien et ils ont déduit que ça avait probablement été laissé là depuis un certain temps pour un élève, pour faire une blague entre eux, quelque chose comme ça. Sauf qu'il y avait un élément là qui ne semblait pas être simplement le fruit du hasard, n'est-ce pas? Talio, justement, le Talio qui avait tué le gars qui travaillait là. Alors, ils ont interrogé toute l'équipe. Samy, Robert, les gars qui travaillaient avec lui là-bas. Et les deux avaient un passé de ces blagues lourdes. C'est un peu dégueulasse, non? Cracher dans le soda du gars, ce genre de choses. Et pour aggraver la situation, ils ont échoué au test du détecteur de mensonges. Eh bien, alors le détective, évidemment, a demandé: vous avez mis quelque chose dans sa bouteille pour plaisanter? Les deux, on n'y est pas du tout. Ils ont dit que les blagues étaient vraiment idiotes. Mais jamais ils ne mettraient la vie de quelqu'un en danger, n'est-ce pas? Encore moins mettre quelque chose dont on ne savait même pas ce que c'était. C'était juste une blague, non? Cracher, putain. Cracher de la fumée de Kaino, bon. Mais le détective ne les croyait pas encore à 100% à ce moment-là. Alors, Bob, les gars, il apportait de chez lui un thermos. Chaque jour, il buvait du thé glacé. Et c'était sa femme qui préparait ce thé. Donc si quelqu'un voulait empoisonner ce thermos, c'était peut-être l'endroit idéal, non? Mais il n'y avait aucune preuve concrète à ce sujet. Et l'université jurait qu'aucun flacon d'Italium qu'il stockait encore là n'avait disparu. Autrement dit, beaucoup de zones d'ombre, n'est-ce pas? Un résultat est alors arrivé, changeant le cours de l'enquête. La femme de Bob et sa belle-fille, 4 ans Angela, elles ont aussi été testées positives pour des traces d'Italium, mais des traces minimes, presque rien. Pas assez, du moins, pour causer un dommage sérieux, mais assez pour soulever une question. Ce n'est pas une quantité létale. Donc, cela s'est retrouvé uniquement dans la circulation sanguine de Bob, tandis que les deux autres, qui vivaient dans la même maison, ont été exposés, mais une exposition sans risque. Le détective a appelé les frères et sœurs de Bob, Suzanne et David, et ils ont discuté là-bas, n'est-ce pas? Les deux n'ont pas caché un soupçon en particulier. David a raconté que, lorsque Bob est tombé gravement malade, vous avez deviné, n'est-ce pas? L'épouse n'a presque rien fait. Elle a appelé David pour l'aider. Vous vous souvenez que David est venu, n'est-ce pas? Pour porter son frère, etc. Mais il a dit que, même si elle l'avait appelé, elle ne restait pas là à côté, à regarder ce qui se passait, rien de tout ça. Elle est restée au rez-de-chaussée avec sa fille, sans aider pendant tout cela. Donc ce que David voulait dire, c'est qu'elle ne montrait pas assez d'inquiétude face à la situation déplorable que Bob traversait déjà à ce moment-là. Et Suzanne, l'autre sœur de Bob, a dit qu'à l'hôpital, au moment où ils ont dû débrancher, n'est-ce pas, prendre la décision de débrancher les appareils, parce que Bob était déjà probablement en état de mort cérébrale, et tout ça, n'est-ce pas? Suzanne a dit que l'impression qu'elle a eue à ce moment-là était bien plus un soulagement qu'une tristesse. Un peu comme un poids enlevé des épaules, c'est ce qu'a dit Suzanne. Le détective a tout écouté attentivement et commencé à faire des liens, mais restait réticent en pensant « Cela ne prouve rien, n'est-ce pas? Chacun gère le deuil à sa manière, non ?» Peut-être que la femme ne voulait tout simplement pas que sa fille voie son beau-père dans cet état, en train de souffrir. Bref, il n'y avait aucune preuve de quoi que ce soit, hein? Quelques jours plus tard, donc, le 25 octobre 91, le détective s'est assis face à face avec l'épouse de Bob. Elle était accompagnée d'un avocat. Il a observé chacun de ses gestes, sa posture. Elle était droite, regard direct, ferme, voix assurée. Il lui a demandé quels étaient ses premiers symptômes. Elle a dit que Bob ne se sentait pas bien depuis des semaines, voire des mois, mais que ce n'était rien de grave. Elle a attribué cela au travail et n'a jamais pensé à un empoisonnement. Quand le détective a interrogé sur les coupures sur elle et sa fille, elle a donné une explication simple et très détaillée. Bob aimait le thé glacé chaque matin. Elle préparait le thé, remplissait la bouteille isotherme, le mettait au réfrigérateur, puis l'emmenait le lendemain. Mais parfois, en rentrant, il n'avait pas tout bu ici et se servait un petit verre à la maison, n'est-ce pas? Parfois, il gardait un reste dans sa bouteille isotherme, la ramenait chez lui et versait dans la carafe. Il complétait ensuite.
Le lendemain, il ajoutait encore, et tout allait bien. Et sa femme a dit lors de cet interrogatoire que, parfois, elle et Angela prenaient une petite gorgée, un petit peu de ce thé, et alors elle a pensé, ah, s'il est exposé, c'est peut-être de là qu'on a eu ce contact minimal, parce qu'on a bu un peu de thé à ce moment-là. Alors le détective a échangé quelques regards avec les autres détectives dans la salle. C'était un peu bizarre, trop spécifique, peut-être trop commode, mais pas impossible, n'est-ce pas? Si Bob avait été contaminé en dehors de la maison, des résidus auraient pu revenir dans la bouteille et contaminer, oui, la carafe en dose minime. Alors le détective a demandé la permission de fouiller son appartement. Le réfrigérateur, la carafe, les bouteilles isothermes, tout. Elle a accepté tout de suite, sans hésiter. Cet après-midi-là, donc, l'équipe est arrivée au duplex où ils habitaient. Ils ont fouillé chaque recoin, il n'y avait aucune entaille nulle part. Sauf sur la bouteille isotherme de Bob, des traces sur le pas de vis du bouchon là où il posait sa bouche pour boire, et pas sur la bouteille qui était dans le réfrigérateur. Cela indiquait une ingestion directe, mais cela n'expliquait pas comment le poison était arrivé là. Alors le détective a commencé à se demander s'il n'avait pas été trop rapide à écarter le laboratoire. Peut-être qu'il devait y jeter un autre coup d'œil de plus près, mais quelque chose ne collait pas. L'empoisonnement semblait avoir commencé bien plus tôt que ce que les gens pensaient. L'affaire, les gars, pour vous donner une idée, a été classée en 1992 sans aucune preuve concrète, sans suspect, évidemment. Il est resté dans un tiroir de la justice jusqu'en 1994, lorsqu'une nouvelle technologie est apparue et a changé le cours des choses. La ligne du temps cachée dans les cheveux, la ligne du... En août 1994, plus de 2 ans après que l'affaire ait été classée, le détective chargé de l'affaire est retourné à la maison où Bob Curley habitait. Il a frappé à la porte et c'est elle, l'épouse de Bob, qui a ouvert. Surpris, le détective est allé droit au but. Il y avait une avancée dans les tests toxicologiques, une nouvelle technique qui n'existait pas en 91, et cette technique permettait d'analyser des mèches de cheveux comme s'il s'agissait d'une ligne du temps. Chimie, tu vois. Chaque dose de poison laissait une petite marque permanente sur le cheveu pendant qu'il poussait, comme des anneaux marquant chaque dose. Et le détective, qui allait avoir l'occasion d'examiner cela de près, devait procéder à l'exhumation du corps de Bob. Le détective était anxieux, tu vois. Est-ce que l'épouse allait autoriser et si elle n'autorisait pas? Je ne sais pas s'il y aurait une autre voie judiciaire, puisque l'affaire était déjà classée. Mais il comptait sur la collaboration de l'épouse. Elle est venue, l'épouse n'a pas hésité et a dit « allons-y ». Ainsi, si cette technologie arrive, ceux qui n'ont rien à se reprocher n'ont rien à craindre. Ainsi, le 23 août 1994, une pelleteuse a ouvert la tombe là-bas, au cimetière de Wilkes-Barre. Le cercueil a été retiré, la police a emmené les restes pour analyse, et les cheveux sur le corps ont été examinés avec précision. Le résultat est arrivé, et il est arrivé comme un coup de poing, je dirais. Bob n'avait pas été empoisonné une seule fois. Il s'agissait de plusieurs doses, répétées sur presque une année entière. La première trace est apparue en octobre et novembre, à peu près, de 1990 seulement, 6 à 8 semaines après le mariage, en août de cette année-là. Autrement dit, un point à surveiller de près. Peut-être. Les doses ont continué espacées mais constantes, de petites quantités qui s'accumulaient lentement, sans faire de bruit. Jusqu'en août 1991, lorsque les symptômes ont explosé et que, même à l'hôpital, une dose finale massive a été administrée. Cette chronologie dans les cheveux de Bob a éliminé les suspects un par un, les collègues de travail étant complètement écartés. L'empoisonnement a commencé tôt, très tôt, avant qu'il ne fasse ses travaux là-bas à la faculté. Et ça a aussi duré trop longtemps pour que ce soit considéré comme une blague idiote que les gars lui auraient faite ici. D'après ce qu'on comprend, ces 2 gars qui travaillaient avec lui là-bas faisaient uniquement partie de cette équipe, pas d'autres. Ses travaux précédents ont donc été complètement mis de côté. Son frère David a aussi été écarté et on n'a pas beaucoup de détails à ce sujet. Mais peut-être que le point le plus important ici, c'est qu'ils n'avaient pas accès à Talio, qui était sous enquête. De plus, ils n'ont trouvé aucun élément qui le reliait à l'affaire. Et il ne se voyait pas aussi souvent que les anneaux dans les cheveux le laissaient supposer. Vous savez donc, après que toutes les personnes dont j'ai parlé ici avec vous aient déjà été analysées une par une, il en restait une, n'est-ce pas? L'épouse avait un accès constant, quotidien, depuis le début du mariage. Coïncidence bague, frère, coïncidence, ça lui arrive, c'est qu'il y avait une bague dans ses cheveux. Empoisonnement. Détail, l'épouse préparait le thé pour lui, il l'emmenait chaque matin. Tout content, ah, comme elle-même, mais il y a un truc ici, ça m'a mis la puce à l'oreille.
Comme ça, je crois qu'elle mentait, au cas où elle aurait vraiment bu le bouillon. Je pense que l'exposition là-bas, le truc doit être tellement toxique que peut-être que rien que le fait de le préparer l'a déjà exposé un minimum. Et par ricochet. Là-bas, par osmose, sa fille aussi, non? Enfin, je ne sais pas non plus, ce sont juste des suppositions de ma part. Et il y avait plus, d'accord les gars? Quelques jours avant la première dose détectée, Bob a modifié une police d'assurance vie, d'accord? Il a fait de sa femme la principale bénéficiaire, et le montant était d'environ 300 000 dollars. Alors, vous imaginez, en ajoutant à cela plus d'1 million dont je vous ai parlé au début de l'épisode, qui provenait d'un procès en cours, d'une entreprise où l'ex-mari de la femme de Bob travaillait, etc., etc. Oui, ce sont les éléments, les moyens, les motifs et les opportunités qui commencent à apparaître. La coupure donc venait d'un vieux flacon de poison pour rats que la femme de Bob gardait chez elle depuis longtemps. Ce produit d'ailleurs avait été fabriqué bien avant l'interdiction là-bas aux États-Unis. Ainsi, le 12 décembre 1996, pratiquement 5 ans après la mort de Bob, sa femme a été arrêtée, accusée de meurtre au premier degré, mais elle a fini par plaider coupable d'homicide au troisième degré. Elle a été condamnée à 20 ans de prison, avec une peine minimale de 10 ans, et elle a purgé la totalité des 20 ans, et ce n'est qu'en 2016, pour revenir à l'introduction de l'épisode, qu'elle est réapparue dans la société, franchissant les portes de la prison. Après 20 ans avec le vent froid qui lui frappait le visage. Cette même femme que je vous ai décrite, qui sortait de là sans personne pour l'attendre, sans aucun signe de remords, sans rien. La même qui, pendant 13 mois de mariage, a transformé le thé glacé de son mari, qu'il aimait tant, en une arme létale et lente. La même qui a regardé l'homme souffrir, crier, perdre ses cheveux, tomber dans le coma. La même qui a donné l'ordre final de débrancher, la même qui, pour de l'argent qu'elle ne voulait pas partager, a empoisonné l'homme qu'il aimait et qui rêvait de construire une vie meilleure à ses côtés, Bobby Curley est mort sans jamais se douter de qui était à ses côtés. C'est peut-être le détail le plus sombre de cette affaire. Et oui, parfois, le poison vient de la personne en qui tu as le plus confiance. Dans ce cas-là, il est devenu de Joanne Curley, l'épouse. Dans une simple tasse de thé quotidienne, Bobby a fait confiance et l'a payé au prix fort. Dans l'intro, j'ai plaisanté. Vous allez regarder et penser. Mince, je suis revenu dans le passé. Et oui, les dames empoisonneuses. C'est vraiment fou, n'est-ce pas, les gars, comme on observe la façon dont le crime se déroule, n'est-ce pas? Quand on voit des cas comme celui d'un homme tuant sa femme. C'est toujours plus viscéral, violent, n'est-ce pas? Couteau, arme à feu, etc. Donc l'étranglement devient la règle, c'est l'asphyxie. Et là, on voit la femme, du moins historiquement d'après les documents de criminologie, on voit que c'est ce type de mort, n'est-ce pas? Empoisonnement, etc. Et souvent, ça passe inaperçu, n'est-ce pas? S'il n'y a pas un gars, un enquêteur qui se donne vraiment du mal pour essayer de comprendre en profondeur ce qui s'est passé, ça en reste là, n'est-ce pas? Malheureusement, dans le cas de Bobby, ça n'a pas été le cas, même si la peine a aussi été plutôt légère. Partagez votre avis en commentaire. Merci beaucoup pour votre compagnie, un bisou du roux et à bientôt pour le prochain épisode.